Les technologies d'intelligence artificielle vont rentrer massivement dans la gestion des infrastructures informatiques. Gérer les infrastructures et les réseaux de manière générale, et les serveurs, etc., est devenu tellement complexe, c'est devenu tellement variable, le problème est tellement vaste que, en fait, on va avoir besoin d'une automatisation poussée. Mais l'automatisation, c'est bien, mais c'est très, très déterministe. Il se passe ça, je fais ça. On a besoin d'analyse au milieu de cette chaîne, en fait, d'asservissement. Et cette analyse va venir des technologies d'intelligence artificielle. Je vous remercie. Et excusez-moi pour le début. Alors, juste un petit mot. Vous voyez, un titre à rallonge. Ce qui est intéressant dans cette expression, c'est la deuxième génération. Alors, c'est la deuxième génération de mon vivant. Vous avez la première vague de l'intelligence artificielle, c'est les années 80-90, avec les moteurs d'inférence. Aujourd'hui, on est dans la deuxième vague, en particulier avec les réseaux neuronaux, mais pas seulement. Et puis, vous en aurez une troisième, une quatrième, une cinquième. Et de toute façon, le mythe de l'intelligence artificielle survivra à l'homme. Il n'y a pas de problème. Et à chaque fois qu'on fait une avancée technique, en général, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions. Et puis, c'est un thème qui est tellement lié à l'homme, justement, avec un grand H, et tellement facile à médiatiser, qu'il y aura toujours toutes les dérives en termes d'analyse. L'Injada, rapidement, on va parler de la nature des technologies. Ça va être extrêmement rapide. On ne peut pas, en 10 minutes, faire un cours sur l'intelligence artificielle. On va prendre deux exemples d'utilisation chez Cisco. C'était la promesse de la présentation. Et puis, on fera une petite conclusion et une séance de questions-réponses qui pourra se continuer sur le stand Cisco, puisque nous sommes exposants dans l'espace exposant là-bas. Alors, on associe souvent l'intelligence artificielle à Internet. On va parler plutôt des acteurs de l'Internet et de la quantité de données qu'ils ont réussi à collecter, notamment à propos des personnes. Et ces énormes volumes de données, le big data, aujourd'hui sont exploités par des technologies ou des méthodologies qui relèvent de ce qu'on appelle l'Advanced Analytics. L'Advanced Analytics, ça porte bien son nom. Ce que vous voyez là, c'est typiquement une chaîne de big data. Je recueille des données, je les prépare, je les normalise par exemple, je trie ce qui est bien, pas bien, j'enlève les déchets, les anomalies, etc. Ensuite, ici, on a vraiment quelque chose qui relève de l'Advanced Analytics. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, on arrive à des prédictions. Un point essentiel à retenir à propos de l'intelligence artificielle, c'est que normalement, il ne donne pas de résultats, il donne des prédictions, c'est-à-dire un résultat assorti d'une probabilité. Si vous ne voyez que le résultat sans la probabilité, vous n'avez pas d'information. Vous avez du gloui-boulga. C'est la probabilité qui vous permet d'analyser quelle est la valeur du résultat qu'on vous présente. Et ce que fait de manière générale l'intelligence artificielle, c'est d'extraire des informations pertinentes à partir d'un grand volume de données. Alors pertinentes, ça veut dire qu'ils ont du sens. Si on combine le résultat, la probabilité, on sait donc associer à ça une information qui est créée à partir de l'ensemble des données. Il y a deux grandes méthodes. Il y a celle qui est ici appelée classique machine learning, à gauche, et c'est l'algorithmique, essentiellement de l'algorithmique. Ça peut être des algorithmes extrêmement fins et complexes, mais c'est de l'algorithmique tout à fait classique. Et puis à droite, alors c'est l'objet du hype médiatique actuel, c'est le réseau neuronal, avec son entraînement, on pourrait dire une formation quasiment, et éventuellement un self-learning mode, c'est ce qu'a fait AlphaGo de Google. Il s'est finalement entraîné contre lui-même à jouer au Go. Et on arrive effectivement à des choses tout à fait intéressantes, notamment par exemple en reconnaissance d'images, etc., etc., etc. Sachez en reconnaissance d'images qu'il y a des cas avérés où si vous changez, alors vous connaissez le truc, on balance des images de chats, à la fin le réseau neuronal sait dire ça c'est un chat ou ça c'est un chien.
Alors on est émerveillé et on change un pixel sur une des images qu'on injecte et là il dit c'est un chien. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité à l'erreur quelquefois dans les réseaux neuronaux qui est extrêmement élevée. D'où l'intérêt de la probabilité. Et donc attention aux conclusions. Ces deux méthodes marchent très bien. Vous allez voir dans les exemples Cisco, on est plutôt dans du classique machine learning. Ok. On travaille bien évidemment sur les réseaux neuronaux. Il y a des travaux très intéressants à l'INRIA, par exemple, sur les reconnaissances d'erreurs de bits dans les transmissions avec des réseaux neuronaux. Ça marche extrêmement bien aussi en technologie, mais ce sont des applications beaucoup plus spécifiques. Alors, comme je l'ai dit, la gestion des infrastructures est de plus en plus complexe. Il est de moins en moins possible d'être déterministe. Imaginez que vous gériez un morceau du réseau Internet, vous êtes incapable de maîtriser qui l'utilise, quand, à quoi faire. Vous ne pouvez faire que de la statistique, mais certainement pas du prédictif. En termes d'opportunités, les réseaux en particulier, le fonctionnement d'un réseau génère énormément de données, ou génère potentiellement énormément de données. Dans les deux exemples Cisco, je vais vous donner des ordres de grandeur. Et donc, globalement parlant, c'est une source de big data. Le fonctionnement d'un réseau génère un data lake, pour parler moderne, ou tout du moins une source de big data tout à fait importante. Et donc, appliquer à ça des technologies d'intelligence artificielle ou d'advanced analytics peut fonctionner. Après, il y a les utilisations qui semblent évidentes, et puis il y a des utilisations un petit peu plus originales. Ce qui est intéressant avec ces technologies, c'est qu'elles permettent de rendre possible ce qui paraissait impossible. Alors je vais vous donner deux exemples. C'est un réseau qui n'existe pas, mais on va le gérer quand même. Et puis le deuxième exemple, c'est un trafic encrypté dans lequel, sans rien décrypter, donc je ne vais pas mettre en cause la sécurité du client, je vais pouvoir faire des analyses sur le contenu. Et en particulier détecter des malwares. Donc je ne décrypte pas le trafic, mais je sais reconnaître qu'il y a un malware à l'intérieur. Et donc, je vous donne ces deux exemples, on va prendre un tout petit peu de détails. Alors, le réseau qui n'existe pas. Quand vous avez une application dans votre data center, l'application ça peut être n'importe quoi, SAP, un ERP, ça peut être une application d'intelligence artificielle, pourquoi pas, elle tourne sur une infrastructure et notamment sur un réseau. Et il est relativement facile, au départ, quand on n'a qu'une application sur un réseau, il est facile de mesurer la contribution du réseau à la bonne santé et à la bonne performance de l'application. Petite difficulté dans un data center moderne, il y a quelques milliers d'applications. Il y a maintenant, par ailleurs, la complexité additionnelle, c'est qu'autant il y a 5 ans, dans une banque, on est au Crédit Agricole, seuls les employés de la banque pouvaient accéder au solde du compte, de votre compte. Maintenant, vous avez votre smartphone dans la poche et vous pouvez le faire vous-même. Autrement dit, le trafic est devenu de plus en plus imprévisible. Parce que vous avez la mauvaise idée de faire un virement à 23h30, parce que vous avez oublié de le faire, donc juste avant d'aller vous coucher, vous faites votre virement. Avant, à 17h30, c'était fini. Et donc, le trafic est devenu de plus en plus imprévisible. Par ailleurs, on supporte de multiples applications, mais il nous reste toujours que cette application-là qui tourne, et qui vous donne d'ailleurs le solde de votre compte sur votre smartphone, si elle ne marche pas bien, si elle est trop lente, vous vous dites, j'ai quand même une banque pourrie, j'arrive pas à faire mon virement, j'en ai marre, je dois me coucher, j'ai un avion demain matin. Et donc, globalement, le SLA, Service Level Agreement, ou la performance de cette application, donne une image de la banque. Et donc, il serait intéressant, malgré toute la complexité du réseau, le fait qu'on supporte des milliers d'applications à la fois, de voir quelle est la contribution du réseau à une application. Et notamment pour la débugger, ou pour assurer sa performance, etc. Alors, il y a plein de méthodes pour ça. Une des méthodes que je vais vous proposer, c'est de
prendre une vue miroir du réseau, je me place dans l'appli et je reconstruis ce que le réseau me donne comme service. C'est-à-dire que je me place dans l'application comme si je mettais un miroir sur la table là et je vois en miroir ce qu'il y a dessus. Autrement dit, je sais depuis l'appli voir ce que fait le réseau pour moi. Alors c'est d'autant plus vrai que les applications modernes, justement liées aux clients, aux smartphones, etc., s'exécutent de plus en plus sur des infrastructures que le client final, la banque, ne contrôle pas. Si elle est cliente d'une manière ou d'une autre d'un cloud public, globalement, la performance ici de l'infrastructure, on ne la connaît pas. On ne peut pas avoir accès aux données de l'infrastructure. D'ailleurs, on ne connaît pas la marque des switches, on ne sait pas comment c'est fait, on ne sait pas comment c'est organisé. Le cloud public a cette particularité de présenter un service qui est, vous pouvez créer une VM et l'exploiter, mais vous ne savez absolument pas ce qu'il y a en dessous. Or, votre application, elle tourne, elle, sur l'ensemble. Et si vous voulez maîtriser la qualité de service délivrée par cette application, vous devez effectivement avoir d'autres méthodes. Alors la méthode, c'est effectivement d'instrumenter l'application. Alors techniquement, on va dans l'operating system qui supporte l'application mettre un petit espion qu'on appelle un plugin pour les techniciens. On va espionner l'activité réseau. Seulement, mon appli, c'est pas seulement un operating system. Aujourd'hui, c'est des milliers de VM pour une appli. Et puis, vous connaissez peut-être la technologie conteneur. Ça peut être des dizaines de milliers de conteneurs. Et il faut que j'arrive, en collectant les informations de tous ces petits plugins, qui vont me donner une info parcellaire sur mon application et la manière dont elle se sert du réseau, il faut que j'arrive à reconstruire une image de ce fameux réseau, de comment il fonctionne et quel est le service level qu'il fournit à l'application. Et ça, le machine learning le fait extrêmement bien. On va injecter toutes les données générées par tous ces plugins et avec les technologies qui vont bien d'analytique, on va, dessiner la matrice des flux de l'application. Donc on devine à quoi elle ressemble. On devine qu'il y a des VM qui font de la présentation HTML d'un côté vers Internet et qui font des appels à une database de l'autre côté, laquelle database est un cluster de 2 serveurs. Tout ça, on le devine, on le dessine, on le fait valider par l'exploitant, et puis ensuite, on va pouvoir en tirer des conclusions sur la performance. Et tout ça sans aucun recours aux données de l'infrastructure. Autrement dit, la partie qui tourne ici, c'est mon cloud provider. J'ai le même niveau de contrôle que si l'application était chez moi. Alors, on sait faire ça. Je ne vais pas vous faire une présentation produit tétration, soyons clairs, j'ai pas le temps. Et puis aborder un produit uniquement par l'angle IA, c'est un peu stupide. En général, on passe 2 heures à parler de l'usage et après on dit qu'on le fait avec de l'IA. D'accord ? Mais globalement, on sait le faire pour une appli, on sait le faire pour toutes les applis d'un data center. Et la particularité du produit qu'on a, c'est qu'on sait injecter les données de 100 000 VM dans notre database. Donc vous imaginez, vous avez 100 000 machines virtuelles qui ont toutes un operating system avec un morceau d'appli qui tourne au-dessus. Eh bien, ces 100 000 VM, ces 100 000 endpoints, on va savoir les traiter et à partir de là, reconstituer la matrice des flux. Ça veut dire qu'on sait traiter au minimum 1 million à 2 millions d'événements par seconde, à l'injecter dans une base de données et à en tirer en temps réel des informations pertinentes sur le SLA de chacune des applications et de la contribution du réseau au SLA des applications. Donc, non seulement l'intelligence artificielle aujourd'hui est intelligente, tout du moins elle simule des comportements intelligents, mais en plus elle le fait vite. Et la vitesse, c'est un point absolument essentiel. Alors, je ne suis pas là pour parler de l'Internet des objets, etc., des pilotages d'usines ou de centrales nucléaires, mais globalement, bien évidemment que la vitesse de
pour arriver, à partir de la masse de données, arriver à un résultat pertinent, la vitesse de ce calcul est déterminante dans pas mal d'applications. Alors après, si je reviens un tout petit peu en arrière, si le réseau ici est un réseau Cisco dans votre data center, nos switches savent générer aussi des informations. Donc on ajoute du big data au big data et on sait réconcilier les deux. Vous savez que la réconciliation en termes d'intelligence artificielle, c'est pas forcément la chose la plus facile à faire. Une des choses qui rend la voiture autonome difficile, c'est qu'il y a plein de capteurs différents et qu'il faut se faire une seule idée de la réalité. Et là, on a deux sources qui sont radicalement différentes. Un switch voit tout passer. Il voit aujourd'hui, pour vous donner une idée, un switch de data center, les prochains qui sortent en janvier, c'est 32 ports, 400 gigabits Ethernet. D'accord ? Ce qu'on a sur un PC, c'est du méga, c'est du 10 meg. Ok, là on est en 400 gigabits par seconde par port sur 32 ports. Et tous les paquets, il faut les compter. Et tous les paquets, il faut pouvoir les attribuer à la performance d'une appli en particulier. Chaque paquet, bien évidemment. Alors, si l'appli tourne sur ce switch ou à côté, évidemment, plein de paquets vont la concerner, mais il faut savoir faire cette réconciliation. Et ça, on y arrive très bien, et ça marche, effectivement. Si vous êtes intéressé par ce genre de pilotage d'infra, n'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs Cisco. Alors dans les trafics encryptés, j'essaye de tenir le timing, on ne sait pas identifier les malwares. Or aujourd'hui, les clients, à juste titre, soucieux de sécurité, ont encrypté plus de la moitié du trafic mondial. Alors, non seulement ce qui passe sur Internet est encrypté, si c'est une banque qui discute avec, etc., mais aussi dans l'intérieur du réseau d'agences d'une banque, le trafic est encrypté entre l'agence et le data center. Ça paraît tellement évident, c'est tellement facile à faire aujourd'hui. Hein. Une encryption 256 bits, ça passe très bien. À ce propos, Atos présente des choses sur l'ordinateur quantique. Si jamais un jour ça sort, on sait décrypter un 256 bits en moins de 10 minutes, et donc tout le cryptage mondial s'effondre. Hein, mais c'est pas grave. Alors, si j'ai plus de la moitié de mon trafic est encrypté, ça veut dire que tous mes firewalls, tous mes équipements, tous mes logiciels que j'ai mis en place, qui savent détecter les malwares en reconnaissant la suite de bits de l'entête, grosso modo, eh bien, ils marchent plus. Et comme personne n'a la même clé d'encryption, bien évidemment, par définition, eh ben, on ne sait plus le faire. Et ça, c'est extrêmement gênant. Et ça, par exemple, beaucoup facilité des choses comme WannaCry. Non seulement les ordinateurs concernés étaient vieux, c'était Windows XP sur PC, etc., mais en plus, WannaCry était véhiculé sur des trafics encryptés, donc personne n'arrivait à le choper, excusez-moi l'expression. L'opportunité, c'est d'être un peu plus malin que le malware. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un malware, quand il s'installe sur un serveur, un PC ou quoi que ce soit, bien évidemment, il se connecte à l'extérieur. Alors, soit pour aller chercher du code, soit pour essayer de se dupliquer sur un autre PC voisin, etc. Et donc, en fait, il a une signature d'accès au réseau. Et une signature d'accès au réseau, c'est quoi ? C'est le malware X, quand il démarre, il envoie d'abord une requête vers un serveur DNS qui est en général toujours le même. Donc on peut connaître l'adresse. Déjà, ça peut soulever des soupçons. Et puis ensuite, il va envoyer très exactement 1620 bits ou 20 octets vers cette adresse en question pour faire telle ou telle chose. Et en général, entre la première requête et la deuxième requête, il s'écoule un temps à peu près fixe, tout du moins proportionnellement fixe. Et donc, si j'arrive sur un routeur ou un switch d'accès d'immeuble à mettre de l'intelligence dans mon équipement réseau de connectivité qui va pouvoir reconnaître les signatures d'accès au réseau des malwares, que le trafic soit encrypté ou pas, on s'en fout.
Parce que globalement, une fois que vous avez fait de l'AES 256 sur un paquet de 1620 octets, la taille est la même quelle que soit la clé. Et donc, au moins, la longueur de ce paquet est fixe. Et puis le temps qu'il s'écoule entre la première requête et la deuxième est fixe également. Alors il dépend bien sûr de la vitesse du PC, de la vitesse de l'accès, etc. Mais enfin, globalement, on s'y retrouve. Et typiquement, reconnaître des patterns dans des données complexes, c'est ce que le machine learning fait extrêmement bien. Alors, je vais passer celui-là rapidement, parce que vous avez compris le principe. Et vous avez ici quelques exemples. Alors, notre produit, qui s'appelle, il s'appelle ETA, Encrypted Traffic Analysis, et non pas l'organisation terroriste bien connue en Europe. ETA, déjà, va s'occuper des headers de paquets. Parce que les headers de paquets, c'est pas encrypté. Par définition, il faut que les switches puissent les comprendre. Ensuite, il va effectivement analyser les signatures de trafic. Et s'il voit ce trafic-là, qui est typique de WannaCry, on va dire, eh ben, vous voyez que là, vous avez un premier paquet sortant, un deuxième, un peu de temps après, et puis très peu de temps après, il reçoit de la part du serveur auquel il s'est connecté les 1620 octets dont je parlais, etc. Et ça, on le traduit en chiffres, on crée une signature, et on a mis dans nos équipements réseau ce qui est nécessaire pour que, par rapport à une base de signatures connue, le switch sache lever le doigt en disant « Je viens de voir passer la signature de WannaCry, encryptée ». Alors, ce que ça permet de faire, c'est de dire Monsieur Dutrio est arrivé au bureau ce matin, il s'est connecté sur le LAN et il a été infecté pendant le week-end. Il a pris la clé USB de son fils, enfin bon, ok. Donc, on va pouvoir isoler l'équipement en question. C'est tout ce qu'on va savoir faire, il faut être clair. Mais la nocivité des attaques informatiques est exponentiellement proportionnelle au temps qu'on met à la détecter. Plus on la détecte vite, plus on détecte très vite que mon PC est infecté, donc on l'exclut du réseau, on coupe le port. À ce moment-là, on protège les autres. Il peut y avoir des fausses détections. On ne prétend pas avoir une détection à 100%. Mais d'abord, le taux est faible. Et puis, deuxièmement, il vaut mieux isoler Bruno Dutrio pendant un quart d'heure, voire même une demi-journée d'ailleurs, que d'avoir un virus qui se propage sur 73 000 employés. C'est pas la même dimension. D'accord ? Alors, les signatures en question, c'est notre centre de sécurité mondial, Talos, qui les établit. Alors, Talos, on a 600 ingénieurs qui travaillent là-bas. C'est un des plus gros centres de veille réseau mondiaux, excusez-moi, où effectivement on va, non seulement on prenait les malwares, on regardait la signature du paquet, contenu, mais maintenant on fait aussi la signature réseau, et donc on a une double base de données qui permet à nos équipements, en temps réel d'ailleurs, d'être rafraîchis avec la base Talos, et de recevoir les signatures qui permettent d'identifier les malwares. Alors, ça, c'est un bel exemple de création de données. L'IA, l'EML permettent de gérer des données de ce type, et sans ces techniques-là, établir la signature de ça servirait strictement à rien. Mais comme maintenant, on a ces technologies de reconnaissance et d'analyse temps réel du big data, eh bien, globalement, on arrive à faire un système cohérent et on arrive à faire ce qui est, au départ, sur le papier, impossible. Voilà. Alors, comme je le disais, je finis avec 2 minutes de retard. Comme je le disais, je serai présent sur le stand Cisco si vous avez quelques questions. Comme le speaker suivant n'est pas arrivé, on peut peut-être en prendre une ou deux si vous le désirez. Ne me dites pas que vous n'avez pas de questions. Oui. Alors, l'intelligence artificielle, déjà, c'est de savoir
y a deux savoir-faire fondamentaux là-dedans. Un, c'est comment je code la signature, de manière à ce que ça constitue une donnée exploitable. Et puis la deuxième, c'est que des malwares dans la base Talos, vous avez une représentation graphique très sommaire, mais des malwares dans la base Talos, il y en a quelques centaines de milliers. Ce sont tous les malwares connus depuis 30 ans, d'accord ? Et il faut savoir, ça c'est 0,1 seconde. On a en gros moins d'une seconde pour réagir. Parce que si on laisse cet échange se faire, le malware va s'implanter, peut-être dans un autre équipement, etc., etc. Et donc il faut prendre une signature et il faut la retrouver au milieu de 100 000 autres. Et ça en moins d'une seconde. Et ça, c'est une technique d'analytique avancée et de machine learning. D'accord ? Et si on ne savait pas faire ça, c'est cette étape-là qui est... Enfin, ça, on sait le faire avec n'importe quelle technologie. Alors nous, on le fait en ASIC, en puce, d'accord ? Parce que ça permet d'aller très vite. Donc on génère la signature de manière très rapide. Et par contre, l'aller le rechercher, ça relève d'un processeur et d'un algorithme de ML tout à fait classique. Ok ? Oui ? Alors non. Non, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire, Talos est interconnecté avec... par exemple, vous avez des grands opérateurs du NOS, un Network Operative, du SOC, Security Operations Center. Donc de plus en plus de très grandes entreprises sous-traitent la sécurité en service manager. Ils outsourcent en fait la gestion de la sécurité de leur réseau. Donc vous avez Airbus Defence and Space, vous avez Orange en France, vous avez pratiquement tous les grands de l'outsourcing, Capgemini, Atos, IBM, ont monté des SOC, d'accord, et ils louent leurs services aux grands clients. Et ils se connectent entre autres sur Talos. Et Talos se connecte sur eux, mondialement. Et aujourd'hui, vous avez une espèce de second réseau, ou deuxième rideau mondial de gens qui s'avertissent des choses inhabituelles qui apparaissent. Nouveau malware, nouvel email frauduleux, phishing ou autre, hameçonnage, etc., etc. Et donc tout le monde, entre eux, coopère à ça. On a par exemple un accord avec Thales, excusez-moi, Thales Défense en France, qui assure certains services pour l'armée française. Ils prennent une de leurs sources, c'est Talos. Et en retour, ils nous avertissent s'ils voient quelque chose qui est nouveau et que personne ne connaît. Alors donc, ça veut dire on s'échange les codes, par exemple. Hein, ils vont nous envoyer, alors ils mettent ça, bien sûr, suffisamment sécurisé, mais ils nous envoient le malware. Nous, on va par exemple le tester, établir la signature et on avertira nos équipements réseau. Alors, quel est le délai ? Le délai est de plusieurs heures, il faut être clair. C'est pas aujourd'hui instantané. Mais globalement, on arrive effectivement à faire des choses assez bien. Alors, ne vous méprenez pas, hein, j'ai bien dit, ça c'est 1/10 de seconde, d'accord ? Donc c'est pas une action humaine, hein, c'est un programme qui se déroule, d'accord ? La deuxième chose, SAP, que vous connaissez en tant qu'application ERP, a une signature réseau. Office 365, vous vous connectez à votre compte Office 365, on connaît la signature d'Office 365. C'est-à-dire que toute application a une signature réseau. Alors il y a les légitimes et les illégitimes. Autrement dit, la difficulté, c'est de cartographier la signature des malwares et ensuite de ne pas confondre avec SAP, parce que sinon, si vous enlevez SAP de chez Air Liquide, ça va crier un peu. Et donc, globalement, toute application a une signature réseau. Donc, que fait la puce dans les routeurs ou switch Cisco d'accès ? C'est de calculer toutes les signatures et puis de les comparer à la table, à la base, pour savoir laquelle est mauvaise. Maintenant, il y a une dérive aussi par rapport à ce que vous dites. C'est on pourrait imaginer un programmeur plus astucieux que les autres
qui écrivent un malware qui n'a jamais la même signature. C'est faisable. Il suffit d'introduire un timer aléatoire quelque part, et puis ça va générer une signature aléatoire. Et donc, mesure contre mesure. De toute façon, c'est une guerre. Il faut pas. Enfin, je suis pas spécialiste de sécurité, hein, mais globalement, si vous allez aujourd'hui chez Bank of America, ils ont, vous connaissez les films d'Hollywood avec DEFCON 1, 2, 3, 4. Eh ben, Bank of America a un niveau de DEFCON. Et donc, la réunion du lundi matin avec le DSI, c'est actuellement, ce week-end, on a été attaqué, on est passé en DEFCON 3, on a pris telle mesure, et puis on est redescendu en 1. Ok ? Et donc, c'est une véritable guerre. Ok ? Il y a des gens payés pour attaquer les systèmes d'information des grandes entreprises. Et c'est une économie florissante de plusieurs milliards de dollars. Alors, qui paye ? C'est pas seulement Ben Laden, c'est quelquefois des concurrents, mais alors là, tout le monde se tait, n'est-ce pas ? C'est quelquefois des groupes malveillants, politiques, ça peut être des États, etc., etc. Mais vous avez plusieurs milliards de dollars échangés sur la planète chaque année pour attaquer des systèmes d'information de grandes banques, de sociétés, de constructeurs auto, etc., etc. Et donc, là, on a une des contre-mesures, d'accord ? Alors, ne nous méprenons pas, c'est une des offres Cisco concernant la sécurité. On en a 30 ou 40. La sécurité, c'est périmétrique. Normalement, on ne franchit pas un firewall et on fait ce qu'on veut derrière, de moins en moins, d'accord ? On a introduit dans nos produits, par exemple, aujourd'hui, aussi bien en campus qu'en data center, une politique de zéro trust. C'est-à-dire, si un trafic n'a pas été défini en mode SDN, c'est-à-dire si on n'a pas dit Monsieur Dutrio a le droit de se connecter à je ne sais quel serveur, ouais, ou VM, si on ne l'a pas dit, ça ne peut pas se passer. C'est-à-dire qu'on a des réseaux maintenant qu'on installe où il y a zéro trafic tant qu'on n'a pas dit ce qui était possible. Alors qu'un switch tel qu'il était conçu il y a 10 ans, si vous l'installez, tout est d'abord ouvert. Puis après, vous mettez vous définissez que vous ne mettez pas les VLAN partout, que vous mettez des ACL, des machins, vous fermez des robinets, sans arrêt. Aujourd'hui, un switch moderne Cisco, vous l'installez, rien ne se passe. Si vous dites le port 1 peut parler au port 24, à ce moment-là, le trafic est autorisé. Ok ? Donc, ne vous méprenez pas, c'est pas la seule offre Cisco. Elle m'a paru intéressante par le biais. C'est-à-dire, et d'ailleurs la précédente aussi, quand vous n'arrivez pas à avoir la bonne data, il faut trouver la bonne data. Et on peut aujourd'hui, ce que j'ai dit tout à l'heure, pouvoir traiter plusieurs millions d'événements et en tirer des infos pertinentes par seconde. Ça n'était pas possible avant que les technologies de machine learning ne progressent, que les algorithmes s'améliorent, etc., etc. Et de même que les réseaux neuronaux appliqués, par exemple, à la correction des bits d'erreur dans les réseaux, c'est quelque chose qui fonctionne à la vitesse du réseau. Okay ? Et vous allez voir des systèmes sortir, notamment sur tout ce qui est longue distance optique, et qui vont intégrer ça, et donc qui vont permettre de faire du 400 gigabits à 30 km, et à ce moment-là, avec une correction d'erreur, directement en réseau neuronal. Et donc, vous avez des progrès qui vont encore arriver largement là-dessus. Mais les possibilités sont infinies. Hein. Alors, c'est pas forcément différent. C'est-à-dire, la solution que j'ai présentée avant va vous permettre de savoir que, par exemple, alors, je vais prendre un vieil exemple, mais imaginons que vous ayez une application en client-serveur avec un client lourd sur un PC, et puis un serveur dans un data center. Tétration pourrait mapper ces flux-là, en disant, voilà à quoi ressemblent les flux de l'application. Hein, il y a un morceau là, il y en a un autre dans le data center, et voilà ce qui se passe entre les deux. Alors que ça soit encrypté ou pas, Tétration, il s'en fout, il ne regarde que les headers. Ça a disparu. Ok ? Et donc, le contenu du paquet Tétration ne le regarde pas. Il ne regarde que les headers.
Et c'est à travers ça qu'il refait la matrice de flux, adresse de destination, enfin origine, destination, etc. Ok. Après, vous pouvez rajouter ETA pour protéger vis-à-vis des malwares. D'accord ? Oui ? Oui. Oui. Mais c'est vrai de tout outil de sécurité. Okay. Aujourd'hui, dans la guerre, la balance, c'est qu'on protège d'abord, on se pose des questions après. Et alors, on n'a jamais vu un firewall couper un data center. Hein. Il coupe quelquefois un flux légitime, mais jamais un data center. Okay. De manière générale, dans l'intelligence artificielle, j'ai parlé de résultats assortis d'une probabilité, et puis il y a le sens derrière. C'est-à-dire, c'est bien le problème de la probabilité et de l'intelligence artificielle de manière générale. Si je vous dis que vous avez un cancer avec 92% de chance, ça vous fait une belle jambe. Ok ? Parce que les 8%, c'est même les 0,8%, c'est pour ça que vous jouez au loto de temps en temps. D'accord ? Et donc, globalement, il n'y a pas de résultat à 100% en intelligence artificielle, de manière générale. Ok ? Maintenant, quel est le sens ? ETA ne coupera jamais un data center entier. Ça serait idiot de mettre ETA avec une probabilité de 99,9 et se dire j'ai 0,1% de chance de couper mon DC pour rien. Et là, personne ne fera ça. D'accord ? À moins que vous ne vous appeliez NSA, centrale nucléaire, enfin bon, on peut trouver plein de trucs où il y aurait une telle sensibilité à l'attaque qu'on pourrait avoir des décisions radicales, y compris sur des soupçons. D'accord ? Maintenant, si on coupe un flux d'une personne, comme je vous disais, quel est le problème de voir Bruno Dutrillo ne pas travailler sur PC pendant une matinée ? Ben, ça va peut-être le faire réfléchir à autre chose, avec un crayon, un papier. Je sais encore faire. Et puis, vu de l'entreprise, c'est se protéger du malware que j'ai récupéré le week-end avec ma clé USB de mon gamin. Ok ? Donc là, c'est acceptable. Les 0,1% de chance que la détection soit fausse, c'est acceptable en termes de résultats et de conséquences. Vous voyez ? Donc, l'IA, c'est là où il faut enlever l'aspect médiatique, d'accord ? Qui présente toujours les résultats comme étant définitifs. Ok ? D'ailleurs, les spécialistes en médecine, quand ils publient aujourd'hui, ils sont prudents. Ils disent on détecte un cancer du sein avec une probabilité de temps. Ok ? L'intérêt, par contre, c'est que la probabilité de temps 99, quelque chose est obtenue en moins d'une seconde par radio, alors qu'un expert doit passer 3 minutes devant le truc. Et donc, effectivement, ça permet au moins de serrer les problèmes. Okay. Pas d'autres questions ? Si, toujours. Ouais. Alors, si vous regardez, d'abord, par exemple, si vous prenez, il y a IBM qui expose, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'IBM dans la salle, Watson, c'est un mix des deux. Hein. C'est un mix de ML et de neurones. Hein. Donc, il y a moyen d'affiner, un peu même contre-vérifier un système par un autre, etc. Bon. Ce sur quoi beaucoup de gens travaillent actuellement, c'est le réseau neuronal ou même d'ailleurs le machine learning, mais justifiable. Il y a une chose qui est inadmissible dans l'appréhension que nous tous pouvons avoir vis-à-vis d'un système d'IA, c'est qu'un système d'IA va vous refuser votre crédit immobilier. C'est d'ailleurs probablement déjà le cas, mais il ne saura pas dire pourquoi. Un système, surtout un réseau neuronal, on est incapable de dire pourquoi il dit oui ou non. Ok ?
Et vous allez votre banque ou à votre organisme financier, vous demandez un crédit, vous déposez votre dossier, 2 jours après, on vous dit non. Là, vous dites, mais attendez, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Est-ce qu'il faut que je gagne plus d'argent? Ah, on ne sait pas. Okay. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui en recherche théorique, hein, on est là beaucoup dans l'universitaire, etc. Mais pensez bien que les grandes entreprises se penchent beaucoup dessus, travaillent sur les systèmes d'IA justifiables. Seulement, c'est très compliqué. Le problème, c'est le problème du sens. Un réseau neuronal ne sait pas ce qu'il fait. Lui, il dit chat, pas chat, hein, mais il ne sait pas ce que c'est qu'un chat. Puis il ne sait pas d'ailleurs dire oui ou non, il ne sait pas ce que ça veut dire oui ou non. Il a été programmé bêtement pour faire ça. Il joue au Go, il gagne, il n'est pas content. Hein. Ok. Alors, c'est pas pour décrier la techno, hein. Faut être bien clair. Il y a des choses extrêmement prometteuses. Mais maintenant, vous connaissez tous Asimov, peut-être, l'auteur de science-fiction, les 3 lois de la robotique. Un robot, première loi, un robot ne peut pas faire de mal à un être humain. Si je me tourne vers mademoiselle, je lui dis vous êtes grosse et moche, je lui fais très très mal. Surtout si j'ai l'intention de le dire. D'accord ? Excusez-moi, j'ai pris un exemple. Avant qu'un robot comprenne ça, d'accord ? Qu'est-ce que c'est que la souffrance morale ? Qu'est-ce que c'est que faire mal à quelqu'un ? Alors physiquement, on voit bien, il ne faut pas le frapper, bon, on s'en doute bien. Mais le sens, ça c'est la quête ultime, et fort heureusement, je mourrai avant que ça soit fait. Mais là, on part dans d'autres considérations. Je vous remercie.